por una conversión pastoral y misionera de la Iglesia. Pour moi, c'est la chose la plus importante à propos des conférences épiscopales. Si on veut regarder la finalité, c'est de regarder à quoi elles peuvent donner vie dans l'Église. Et le passage le plus important et le plus ignoré de Vatican II sur les conférences épiscopales, c'est dans Ad Gentes, le numéro 22, où on dit que dans chaque grande région du monde, on doit relire la tradition et l'exprimer dans des formes qui conviennent au pays. Et on dit pour cela les conférences épiscopales, et cela est un ajout de la toute dernière minute. Juste la dernière version du texte. Et c'est probablement la chose la plus importante pour une conversion pastorale et missionnaire de l'Église. Je vous donne ensuite les perspectives à partir desquelles je réfléchis. Pensez les conférences épiscopales, non pas à partir de l'Église universelle, l'autorité suprême, comme dit le droit canonique, qui les crée, mais à partir des évêques d'un même pays qui s'unissent pour s'entraider et pour réaliser cette tâche que leur donne le Concile. Et actuellement, dans tout le débat, on pense à partir d'une ecclésiologie universelle. Partir de l'évêque. Partir de l'évêque qui a besoin de travailler avec ses voisins pour résoudre des questions qui dépassent son seul diocèse. Et si on fait l'analogie dont on a parlé avec les églises patriarcales antiques, analogie qui est reprise dans Christus Dominus 36 à 38, ce n'est pas l'autorité suprême qui a mis des évêques ensemble, c'est des évêques d'une même région qui se sont rassemblés. Et ça ne peut être que l'unique point de départ. Renoncer à parler à partir de la collégialité, ce terme abstrait qui n'est jamais utilisé dans les documents conciliaires. Et à ce moment-là, on coupe l'objection, la réelle collégialité, la collégialité qui n'est pas réelle, affectus effectus, terme qui n'est pas utilisé par le Concile non plus et qui vient seulement dans le débat à partir de 1985, mais renoncer à parler des conférences épiscopales à partir de la collégialité, mais du besoin qu'ont des églises voisines à travailler ensemble. Et par conséquent, renoncer aussi à réfléchir à partir du concept de décentralisation. Parce que la décentralisation suppose implicitement qu'il y a un centre et que ce centre possède tout. Et comme on a un pape qui est bon et généreux, il va donner quelques petits bonbons aux autres. De même, personnellement, je renoncerais à penser de l'inversion de la pyramide. Parce que si on ne fait que renverser la pyramide, on reste dans la pyramide. Il y a un haut et un bas. Et ceux qui sont en haut veulent rester en haut et ceux qui sont en bas veulent monter en haut. Et de toute manière, dans une pyramide, il y a toujours un pharaon qui dort avec ses trésors.
Il faut sortir de la pyramide. Et il faut sortir de la décentralisation. Mais pensez autrement. Voilà les perspectives fondamentales. Si un tremblement de terre, j'arrête ici et j'aurais dit l'essentiel. Voilà. Alors, si on part de l'évêque diocésain, comme dit le Concile Vatican II, il est vicaire et légat du Christ. Et ils ne sont pas vicaires du pape, mais vicaires du Christ. Et ils ont le pouvoir plénier, immédiat. Cela leur appartient. Et ces évêques n'ont pas un pouvoir délégué ou concédé. Vous savez qu'à Vatican II, après la deuxième session, Paul VI a décidé, à la suite de la discussion sur la curie, de concéder des pouvoirs aux évêques locaux, dont le pouvoir d'autoriser des clercs mineurs ou des femmes de faire les premières ablutions des pâles et des linges liturgiques. Mais si un évêque local a le pouvoir plénier, pourquoi doit-il demander à la curie, à chaque visite ad limina, de lui concéder un pouvoir qu'il a? La décentralisation suppose que l'on accepte, on s'est fait voler pendant des siècles, et maintenant on vous donne une partie des biens qu'on vous a volés, qu'on vous a enlevés. Alors, les évêques n'ont pas un pouvoir délégué ou concédé, et c'est pour ça que je ne parle pas de décentralisation, mais les évêques, et ça doit faire partie du ministère épiscopal, sont appelés à coopérer entre eux. Mais ce sont des églises qui coopèrent entre eux, et pas simplement des évêques individuels. Si les conférences épiscopales ou la coopération des évêques dans les conférences épiscopales ne s'accompagnent pas d'une vraie synodalité à l'intérieur de chaque église locale, on va vers un échec. Parce que ce sont des évêques individuels et non pas des églises qui entrent en coopération. Les églises d'une même région vivent en communion. Et cette communion s'exprime à travers des assemblées d'évêques. À l'origine, et déjà à la fin du IIe siècle, à l'origine, les assemblées d'évêques indiquent que ce ministère s'exerce dans la coopération avec les évêques des églises voisines. Alors, il y a une structure conciliaire de l'Église qui représente une réalité plus fondamentale et elle s'exprime de manière différente à travers l'histoire. J'entends bien, comme on l'a dit tout à l'heure, qu'il y a une différence entre les conciles provinciaux et les conférences épiscopales. Si c'était deux réalités identiques, on ne parlerait pas d'analogie, mais on vérifierait l'identité. Mais si on parle d'analogie, c'est qu'on a affaire à deux réalités. Et l'analogie porte sur quoi? Sur la fonction et sur la finalité de ces institutions. C'est le travail ensemble pour que le bien des églises, et c'est ce qu'on retrouve, on dit exactement la même chose dans Christus Dominus 36, 37 et 38,
quant à la finalité des conciles pléniers, des conciles provinciaux et des conférences épiscopales. La même chose, comme fonction, comme fin. Et c'est à partir de là qu'il faut construire l'analogie. Pas à savoir si un est un organisme permanent et l'autre, c'est un événement temporaire. L'analogie ne porte pas là-dessus. Joseph Ratzinger, dans un commentaire brillant de Lumen Gentium en 1966, disait qu'il y avait deux formes, deux manières de comprendre les conférences épiscopales. Deux formes typiques de la collégialité. Une première qui naît de la patristique et qui met l'emphase sur les collèges particuliers dans les églises locales d'une même province ecclésiastique. Et l'autre, qui vient de spéculation moderne, qui est plus abstraite, qui pose une balance, si je puis dire, ou un équilibre entre le pouvoir plénier du pape et le collège tout entier. Mais dans le chapitre 3 de Lumen Gentium, la dialectique la plus fondamentale n'est pas entre le particulier et le local, mais quand on lit notamment Lumen Gentium 23, qui parle des rassemblements d'églises, sur le modèle des anciens patriarcats, le chapitre 3 présente une église multipolaire, plutôt que simplement binaire et à étage. Il est nécessaire de repenser les choses à partir, si on ne veut pas marcher sur la tête pendant encore 50 ans, à partir des réalités concrètes des églises locales où les évêques ont un pouvoir non pas délégué, mais qui leur est propre, et de ne pas penser les conférences épiscopales dans une relation dialectique entre le gouvernement central de l'Église, le pape et sa curie, et ce n'est pas, et là, pour moi, j'ai une hésitation, ce n'est pas une instance intermédiaire, car encore là, on pense dans une structure hiérarchique, où il y a un haut et un bas. Mais si on pense que des églises sont unies ensemble, on est dans un modèle plus égalitaire et d'extension. Lumen Gentium 27 et Christus Dominus 37 adoptent quant à elle la perspective patristique lorsqu'elle parle des conférences épiscopales. La coopération entre les évêques sur le modèle de l'Antiquité. Et dans Lumen Gentium 27 et 37, on a toujours, dans l'Antiquité, et ensuite odié, dans le texte latin, aujourd'hui. Et on fait toujours la même continuité entre l'Antiquité et l'aujourd'hui. Même s'il y a eu évolution des figures institutionnelles et des modalités historiques. Si on pense les conférences épiscopales à partir de la coopération entre les églises, et j'insiste, entre les églises, parce que sinon, le grand risque, si on limite cela simplement à la coopération entre évêques, je m'excuse, mais dans l'hypothèse improbable qu'on ait de mauvais évêques, les conférences épiscopales vont nous mettre dans une situation pire que celle que l'on connaît. Mais si les évêques, et c'est la réforme de l'épiscopat qui doit être liée à la réforme des conférences épiscopales, ce sur quoi Francisco insiste également, repenser les évêques, leur nomination,
mais également leur rôle, c'est-à-dire les lier plus directement au sensus fidei de leur Église. Donc, c'est la rencontre des Églises. Les conférences épiscopales, dans le cas, ne doivent pas être vues comme des créations, comme dit le droit canonique, c'est le canon 449, de l'unique autorité suprême de l'Église. Et là, c'est pire que le texte de Vatican II. Je suis rendu à quel diapo, je ne sais plus. Le texte de Vatican II disait que les conférences épiscopales doivent élaborer et faire approuver leur statut. Maintenant, ils sont créés par l'autorité suprême. On est dans un système où c'est l'autorité suprême qui donne aux autres de l'autorité, comme s'ils n'en avaient pas. Alors que si on part par la base, au lieu de marcher sur la tête, on arrivera à autre chose. Les conférences doivent surgir de la volonté des évêques d'une nation, de manière à ce qu'ils puissent décider en commun de choses qui dépassent les limites de leur diocèse. Les conférences doivent être conçues comme communion des églises. J'avance, mais je pense que j'achève. Une synthèse qui permet un dépassement de l'ecclésiologie ou de la communion des églises, de l'ecclésiologie du premier millénaire et celle du deuxième millénaire, ecclésiologie universaliste. On trouve dans Vatican II les éléments pour penser la réunion des églises et de maintenir une tension féconde entre la perspective du local et de l'universel. Et cela grâce à un troisième terme, c'est-à-dire c'est la catholicité de l'Église qui nécessite des conférences épiscopales. Une universalité qui honore la diversité des Églises et leurs particularités. Alors, il faut proposer une vision ecclésiologique multipolaire qui honore la diversité des cultures et qui conduit à l'assemblée des Églises. Conclusion. J'ai parlé d'Agentes, je vais à la conclusion. Vous avez vu les limites de penser les conférences épiscopales à partir du concept de décentralisation. Cela nous condamne à continuer avec une ecclésiologie universaliste. Et il faut fonder le munus docendi ou le mandatum docendi des conférences épiscopales, qui n'est pas une concession, mais qui appartient à des évêques qui se regroupent. Pensez les conférences épiscopales comme expression historique de une parmi d'autres, de la coopération entre les églises. Et, dernière diapositive, la question est proprement missionnaire. Je reviens à mon titre. Annoncer l'Évangile dans toutes les langues des nations et favoriser une expression juste de la vie chrétienne. Muchas gracias.